Bonjour Arthur de Vatrigan. Bonjour Liselotte. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Alors on va parler de liberté d'expression pour changer. Est-ce que vous êtes sûr d'être libre de parler de ce sujet à notre antenne ? Oui, mais je suis sûr d'être libre de dire que je suis pour la censure aussi. Alors il est normal et même bon que dans une société civilisée, il ne soit pas permis de tout dire. Évidemment. Par exemple, l'éloge de la pédophilie, comme le fait les Libérations. L'éloge des frères Kouachi, comme l'a fait les Inrocks ou Mediapart, ou l'apologie du Hamas par la France Insoumise. Bon, j'aimerais bien qu'on n'argue pas de la liberté d'expression à ce moment-là. Cependant, ce qui est interdit varie avec les époques, avec les changements de règles morales, car contrairement à ce qu'on peut entendre ça et là, nous ne sommes pas dans une dictature et encore moins dans une époque nihiliste, mais une époque très morale. À tel point que la morale surplombe tout, au point même de remplacer la politique, et ça je vous invite à lire le dernier essai de Chantal Delsol, Insurrection des particularités, qu'il démontre très bien. Et cette morale, évidemment, elle évolue, elle n'est pas figée dans le temps, c'est le principe même des constructeurs qui en fait détruisent pas, ils grand remplacent. Ils remplacent notamment sur la morale. Or, la liberté d'expression, si on veut la garder, ne peut fonctionner sans l'acceptation d'une morale commune. Car le respect d'un interdit ne vaut vraiment que s'il n'est pas une soumission servile. Mais ça, je reviendrai après. On a tendance à l'oublier, et c'est tout naturel, avec la petite dérive autoritaire qu'on connaît aujourd'hui, qui s'étend en France, c'est qu'un interdit n'est pas forcément négatif. Par exemple, au lieu d'amoindrir les facultés humaines, un interdit peut les accroître, en apprenant aux hommes que leur puissance ne consiste pas seulement à faire, mais aussi à ne pas faire. Alors, on cite souvent la phrase de Camus, mais en fait, il faut quand même revenir à la base de la base, c'est-à-dire la Genèse. L'interdit n'est pas une restriction au don de Dieu, mais un don supplémentaire. Pour faire vite, quand ils becquent le fruit de l'arbre, Adam et Ève n'ont pas acquis une connaissance supplémentaire, ils ont introduit le mal dans la connaissance. Et donc, ils ont dégradé la connaissance. Bref, ils auraient mieux fait de s'abstenir. Mais néanmoins, il y a une règle fondamentale. C'est que le respect d'un interdit ne vaut vraiment que s'il n'est pas une soumission servile à une règle, mais une adhésion à cette règle. Et c'est ce que rappelait notamment magistralement Joseph de Maistre. Les souverains ne commandent efficacement que dans les cercles des choses approuvées par l'opinion, et ce cercle, ce n'est pas eux qui le tracent. Alors maintenant, je vais vous citer un autre grand penseur, Madame Veil, présidente de Radio France, qui, au Figaro, déclarait, je cite, « La liberté d'expression est le cheval de Troie du néo-impérialisme américain. Il faut que les Européens prennent conscience qu'ils doivent investir dans une offre d'information souveraine, capable de garantir un débat public fondé sur des faits et non sur des rapports de force, enclin à valoriser la modération plutôt que l'agitation permanente susceptible de créer du commun plutôt que de nourrir les divisions. Et c'est cette voie que le service public s'attache à défendre, non par nostalgie d'un ordre ancien, mais parce qu'une société qui renonce à la vérité renonce à sa liberté. » Bon, elle aura peut-être dû réviser son Joseph de Maistre, même si je sais que sur cette radio, sur notre radio, puisqu'elle est publique, le simple fait d'évoquer son nom leur déclenche une crise d'hémorroïde aiguë. Mais ça me rappelle cette sortie lunaire d'une politologue sur le service public, cette fois-ci à la télé, France 5, qui expliquait, je cite, « Le mot de liberté d'expression est devenu une arme de guerre idéologique. La liberté d'expression suppose de diffamer, d'harceler, d'insulter. » On est en plein dans 1984 d'Orwell, il faudrait qu'elle relise. Ces gens pensent encore qu'ils sont l'Occident et la démocratie réunis à eux seuls, alors qu'ils ne sont qu'une petite caste qui détourne les garde-fous à leur profit, Conseil d'État, Conseil Concile, tout ça, dans un seul but, préserver leur classe. Parce que si vous regardez la sociologie que compose une institution comme l'Arcom ou comme le bunker de Radio France, on aura une petite idée d'où ils viennent et d'où ils parlent. D'ailleurs, Mathieu Pigasse ne le cache pas, ils ont sentiment de perdre la bataille culturelle, traduction, la plèbe qui sent mauvais contrôle leur autorité, c'est pas bien, et donc pour asseoir notre autorité, tous les moyens sont bons, surtout les plus misérables. Donc on ferme des chaînes TV, on va peut-être rendre une candidate inéligible, on met en examen des opposants politiques, bref, on fait tout pour surtout ne pas permettre la liberté d'expression d'exister. Mais j'ai juste une petite question pour finir, depuis quand une élite républicaine est-elle démocrate ? Effectivement, jolie question, Arthur de Vatrigan. Alors, il nous reste un peu de temps, il me semble. Finalement, quand on réclame, surtout à droite, le retour de cette fameuse liberté d'expression, on a peut-être tort. Ce qu'il faudrait réclamer, c'est la fin d'un certain deux points de mesure. Le souci, au fait, d'un point de mesure, oui, mais le problème, c'est toujours la même, c'est les élites. Ce sont les élites. On a besoin d'élites, évidemment. On a besoin d'élites pour la culture, on a besoin d'élites pour l'enseignement, on a besoin d'élites pour intellectuelle pour nous apprendre à réfléchir, et puis on a besoin d'élites pour gouverner. Le problème, c'est que ces élites, c'est toujours appartiennent à la même sociologie, c'est un espèce d'entre-soi, donc la tourne en rond, ça se reproduit. Et donc forcément, quand on patauge dans le même marécage depuis trop longtemps, ça commence à sentir très mauvais, et puis surtout,
on reproduit des gens encore plus moches que vous. C'est le principe. C'est ça. Donc c'est un remplacement d'élite qu'il faudrait faire. Ouais, et c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, justement, toutes les institutions pour former ces nouvelles élites culturelles, éducatives, même au sein de la justice, eh bien, elles sont principalement détenues par la gauche. On parlait souvent du journalisme avec Claude Cholet, mais on peut parler aussi des écoles d'avocats, de juges. Alors après, il y a toujours ce souci-là, c'est est-ce que c'est la gauche qui a pris le pouvoir ou c'est la droite qui a déserté ? Si on prend l'école, si on prend l'université, si on prend la culture, pendant 60 ans, le bourgeois de droite disait à ses enfants, tu vas pas aller là-dedans, tu vas pas gagner une thune, donc tu vas faire une école de commerce et puis où tu seras banquier. Donc la droite a déserté ces milieux-là, puis aujourd'hui ils se plaignent en disant, oh regardez, c'est pas bien. Bon, il fallait y aller. Sur d'autres sujets comme la magistrature, alors les avocats c'est un peu différent. Bon, là, le problème, c'est quand vous avez une corporation aussi forte avec qui sont tenus soit par des frères 3 points, soit par des syndicats, soit par tout ça, forcément, de se taper l'incruste et de renverser de l'intérieur, c'est compliqué. Ouais. Mais évidemment que le combat culturel dont tout le monde parle et que peu de personnes le mènent, à part vous sur Radio Courtoisie, évidemment, c'est aller sur le terrain de la gauche. C'est contester leur légitimité, c'est devenir prescripteur à leur place, c'est expliquer qu'ils sont nuls et que vous êtes meilleurs. Et vous avez montré pourquoi non seulement vous êtes meilleur, mais en plus pourquoi ça va être mieux. Bon, c'est-à-dire aller sur le terrain et pas rester dans les catacombes en expliquant oui, en fait, c'est pas bien ce qu'ils font, regardez, et cultiver l'entre-soi aussi, parce que je rappelle que la gauche n'a ni le monopole du terrorisme intellectuel, ni le monopole de l'entre-soi. La gauche peut rapidement le récupérer également. Oui, c'est vrai qu'à droite, il y a quand même une petite musique qu'on entend souvent qui est, sur les villes, c'est pourri, les grandes institutions, c'est pourri, alors retournons tous vivre dans un hameau entre nous, et puis on y sera bien. Il y a une petite logique décroissante qui peut être tentante. Moi-même, j'avoue qu'elle pourrait me tenter, mais c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber. Il faut que ça soit une vocation. Il ne faut pas que ça soit un choix politique. Vivre dans un hameau, faire une expérience de vie décroissante, élever des chèvres, c'est une vocation. Donc il faut le faire pour des vraies raisons. Par contre, les villes sont nulles, Paris c'est moche, très bien, sauf que si Paris n'existe plus, la France n'existe plus. Il faut juste le rappeler aussi de temps en temps. Paris, les gens ils viennent en France parce qu'il y a Paris. Bon, d'ailleurs, ça serait bien qu'Hidalgo s'en rappelle aussi. Ouais. Paris, c'est très beau. Il faut pas confondre Paris et les Parisiens, et même des Parisiens, il y en a des biens. Les Parisiens sont très bien. Et je vous rappelle que si vous connaissez un seul vrai Parisien, c'est-à-dire quelqu'un qui est né à Paris et qui vit à Paris, vous me le présentez, à part moi, évidemment. Les Parisiens se sont fait grand remplacer depuis longtemps par une élite bobo. Merci beaucoup, Arthur de Vatrigan. Merci à vous. Et puis, à la semaine prochaine. À la prochaine.